Eh, une association de protection des animaux qui est dans l'espace, c'est la SPAS. Space. Bon, toutes les intros peuvent pas être bien. En 2014, les Russes ont voulu envoyer des geckos dans l'espace pour les voir se reproduire en microgravité. Ça m'intéresse déjà pas de les voir se reproduire sur Terre, eux ils veulent le faire dans l'espace. Le gecko, pour celles et ceux qui ne savent pas, c'est une espèce de lézard absolument insupportable qui fait un boucan d'enfer et qui vous empêche de dormir quand vous êtes à l'hôtel à Bali. Le gecko fait... Les animaux dans l'espace, ça date pas d'hier. On a commencé en 1947 avec des mouches drosophiles. Drosophila melanogaster est très utilisée dans la recherche génétique. La mouche drosophile fait bzzz, mais c'est pas un cri. On les a mises dans une fusée V2 qu'on a fait décoller jusqu'à 100 km d'altitude et ensuite on les a ramenées sur Terre. L'objectif était de voir les effets des radiations à haute altitude sur des êtres vivants. Eh, est-ce qu'une des mouches ne s'appelait pas Buzz Aldrin par hasard? Après, il y a eu la chienne Laika en 1957. Est-ce que cette chienne ne s'appellerait pas Waf Aldrin par hasard? Il y a aussi eu le singe Ham en 1961 ou encore la chatte Félicette en 1963. Les animaux sont donc les tout premiers astronautes bien avant les humains. Pour servir de cobaye et limiter les pertes humaines. On a utilisé les animaux pour tester la dangerosité du spatial. Voir si l'organisme allait survivre à un décollage de fusée, comment il allait réagir à une mise en orbite ou s'il allait survivre à un atterrissage, par exemple. Bon bah sans trop de surprise, au début c'était le bordel. La plupart des animaux mouraient, enfin sauf les mouches. Elles survivent mieux à une fusée qu'à un torchon. La chienne Laika, par exemple, est morte dans sa capsule à cause d'une défaillance thermique. Il y a eu un problème technique et elle a cuit à petit feu à l'intérieur en gros. Mais ça on l'a su qu'en 2002, parce que la version officielle c'était que les scientifiques savaient qu'elle n'allait pas survivre à l'atterrissage. Et donc en grand prince, ils ont mis du poison dans sa nourriture pour lui éviter d'atroces souffrances pendant son retour sur Terre. Ben en fait non, elle a été carbonisée. L'expérience a tout de même été un succès. Elle a prouvé qu'un être vivant pouvait survivre au décollage d'une fusée, à une mise en orbite et à l'impesanteur, mais pas au feu. La chienne fait... On fait des expériences sur les animaux pour ne pas les faire sur nous. Nous sommes altruistes envers nous-mêmes. C'est un peu ce qu'on fait encore aujourd'hui avec les traitements médicaux. Par exemple, pour trouver un traitement contre la mucoviscidose, on élève des chiots, principalement des Golden Retrievers, dans le but qu'ils développent une dystrophie musculaire de Duchenne. La dystrophie musculaire de Duchenne est une maladie provoquant une dégénérescence progressive des muscles de l'organisme. Et tous les muscles, hein, même ceux de la bouche, des yeux, de la gorge, tous. Bon bref, on rend les chiots malades, comme ça on peut tester les nouveaux traitements sur eux avant de les donner aux enfants malades. Bon, et puis c'est long de trouver un traitement viable pour tous. Ça fait des décennies qu'on cherche. Mais ça sert pas à rien, il y a des avancées. 40 à 80 chiens subissent des tests tous les ans en France pour la recherche d'un traitement contre la mucoviscidose. Non, mais mater des geckos pécho dans une fusée, c'est bien. Des chiens, des singes, des chats, des mouches, des geckos. Comment qu'on fait pour choisir l'animal qui va aller dans l'espace? Eh ben, il y a 3 critères. Premier critère, des animaux de petite taille. Vous avez déjà essayé de faire rentrer une fusée dans un éléphant, vous? Attends, quoi? L'éléphant fait « Aïe 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 mon cucu !» Deuxième critère, des animaux légers. Pour éviter d'alourdir les fusées. C'est déjà suffisamment compliqué à faire décoller comme ça, alors imaginez un éléphant dans une fusée dans un éléphant. Troisième critère, des espèces que vous avez l'habitude d'étudier. C'est pour répondre à tous ces critères qu'on envoie des geckos, des rats, des souris ou des insectes dans l'espace. Ça prend pas trop de place, c'est léger et on les connaît bien. Par contre, les domaines de recherche sur les animaux ont un peu changé. On teste toujours leur comportement en impesanteur, mais c'est moins barbare. Je veux dire, on les envoie plus dans l'espace en sachant qu'ils vont mourir, quoi. En 2007, par exemple, on a envoyé des tardigrades dans l'espace parce que justement, on était quasi sûr qu'ils allaient pas mourir. Les tardigrades sont des animaux multicellulaires d'environ 1 mm de long. Le tardigrade fait... Bon, les tardigrades, on en a déjà bien parlé dans un ancien épisode. Mais si je vous en reparle, c'est qu'on s'est pas juste amusé à les envoyer dans l'espace pour voir s'ils allaient survivre. Si, totalement. Ces bestioles sont increvables, elles résistent au vide spatial, pas besoin de combinaison, et leur ADN résiste même aux rayons ultraviolets. Du coup, aujourd'hui, les scientifiques cherchent des thérapies cellulaires pour les humains à partir des expériences sur les tardigrades. Mais évidemment, personne ne s'offusque des expérimentations sur les tardigrades. C'est normal, humain. Un tardigrade est invisible à l'œil nu, en plus d'être moche. Ah bah ok alors. Bon, revenons-en à nos petits geckos. Les sex geckos, comme les a appelés la presse anglaise. Ils sont vraiment nuls pour trouver des noms. SPAS,
En 2014, 5 geckos, un mâle et 4 femelles, ont été envoyés dans l'espace avec des mouches afin d'étudier les effets de la gravité sur leur vie sexuelle. Et non, ils ont pas prévu de faire copuler les geckos avec les mouches. Non mais je sais que vous avez un esprit mal tourné. Vous imaginez, vous, un gecko dans une mouche? Pourquoi pas une fusée dans un gecko tant qu'on y est? Oh, 2 fusées dans un gecko. Et pourquoi envoyer des geckos dans une fusée pour les faire copuler? Bah je suppose que c'était en prévision de longues missions habitées vers Mars. Voir comment ça marche en apesanteur, s'ils ont toujours envie, si les embryons se développent bien, etc. etc. Et non, l'idée c'est pas de faire copuler des humains avec des geckos. Faut arrêter avec vos idées d'obsédés. C'est à vous qu'on va mettre 2 fusées dans le Le satellite Photon M4 contenant l'expérience a été lancé le 18 juillet 2014. Malheureusement, tout ne s'est pas passé comme prévu. Après quelques orbites, les Russes ont perdu le contrôle et du coup le satellite n'orbitait plus à la hauteur espérée. Il était trop bas. Sans contrôle depuis la Terre, le pilote automatique s'est mis en route et les chercheurs n'avaient plus accès aux caméras à l'intérieur de la capsule. Les animaux ont continué leur petite vie dans leur petite boîte jusqu'au 26 juillet, quand les Russes ont repris le contrôle du satellite. Le 1er septembre, les expériences se sont terminées, il a donc été décidé de ramener le satellite. Les 5 geckos à bord de Photon M4 sont morts. On sait pas pourquoi, on sait pas à quel moment ça a merdé. Tout ce qu'on sait, c'est que les mouches ont survécu et qu'elles se sont reproduites sans problème. Le futur appartient aux mouches et aux tardigrades qui n'ont pas de fusée dans le c***. Autre expérience plus récente, celle de 2021 avec les blobs. Elle a été menée par Thomas Pesquet dans l'ISS pendant la mission Alpha. Avant d'aller plus loin, qu'est-ce qu'un blob? Eh bien c'est une espèce mi-animale, mi-végétale, mi-champignon. Et remis-ours derrière. Un truc bien chelou qui n'a ni yeux, ni bouche, ni cerveau, qui ressemble à de la moisissure et qui est très intelligent. Il a de la mémoire, peut apprendre, anticiper des trucs, trouver la sortie d'un labyrinthe. À première vue, le gendre idéal. Le blob produit des pigments comme une plante, se déplace et se nourrit comme un animal, et se reproduit par spore comme un champignon. D'ailleurs, chose très intéressante, vous savez sans doute que les humains ont 2 types sexuels possibles, mâle et femelle, et bien les blobs, ils en ont pas 3, pas 4, pas 64, pas 128, pas 512, mais bien 720, mesdames et messieurs, avec autant de possibilités de ken. On a fait des expériences sur eux pour en apprendre plus sur cette espèce qui semble pouvoir s'adapter partout et voir comment elle réagit en microgravité par rapport à la Terre. Les blobs ont été envoyés dans l'ISS dans des petites boîtes. Thomas Pesquet s'est chargé de les réveiller, de les nourrir, de les faire se déplacer et de les filmer afin d'observer leur développement et d'envoyer les résultats sur Terre. Les jeunes parents influenceurs font plus ou moins la même chose avec leurs petits blobs à eux. Les mêmes expériences ont été reproduites en France dans 4500 classes de primaire, de collège et de lycée pour voir s'il y avait des différences de comportement en fonction de l'environnement. L'objectif était aussi de voir quels pouvaient être les effets de la micropesanteur et des rayonnements sur l'évolution du blob. Ah bordel, tu parlais des blobs. Cette expérience a été organisée sous la direction d'Audrey Dussutour, directrice de recherche au CNRS. Ce qui était une expérience méga stylée pour tous les élèves qui ont pu y participer. Le but, c'était de les intéresser au métier de la science et du spatial en leur permettant de travailler avec des vraies équipes de recherche et le grand Thomas Pesquet. Il y a une autre espèce animale qui est régulièrement étudiée dans l'ISS et à laquelle on ne pense pas beaucoup. Les humains. Vous êtes des animaux. Les astronautes dans l'ISS ne font pas que mener des expériences sur des sujets, ils sont eux-mêmes des sujets. Leur santé est scrutée jour après jour pour voir comment leur corps, leur cerveau et leur mental évoluent en microgravité dans un milieu ultra confiné. Par exemple, l'expérience SEM, Special Event Meals. En gros, dis-moi ce que tu manges, je te dirai comment tu comment tu vas. C'est le CADMOS qui organise cette expérience avec les astronautes de l'ISS. Le CADMOS est le centre d'aide au développement des activités en micropesanteur et des opérations spatiales. Ils organisent et suivent les expériences qui sont menées dans l'ISS, quoi. Avec SEM, le CADMOS étudie le rôle de la nourriture sur le moral de l'équipage. Le but, c'est de savoir à quel point c'est important pour le moral et la santé de bien bouffer dans l'objectif de longues missions habitées. Parce qu'en général, les astronautes mangent des trucs déshydratés qui peuvent manquer un peu de fun. Et ponctuellement, genre au nouvel an ou à l'arrivée d'un nouveau membre d'équipage, ils ont des trucs plus quali, voire gastronomiques, préparés par des chefs. Dos d'espadon, façon Riviera, magret de canard confit, caille rôti et filoché de volaille en parmentier. Tous ces animaux font la gueule. SEM permet aussi de faire des expériences de physiologie et de nutrition. Parce qu'en préparant tout à l'avance et en élaborant les plats comme ça, les équipes au sol et dans l'ISS savent exactement quel apport nutritionnel ils reçoivent et peuvent faire un suivi très précis. J'aimerais bien des plats élaborés par des chefs, moi. D'autres Cosmopops façon Riviera. Magret de Cosmopops confit. Cosmopops rôti. Et filoché de Cosmopops en parmentier.
Le tout devant une petite vidéo éducative. Alors si vous êtes encore là, nous vous suggérons cette petite vidéo sur les tardigrades où j'imite à la perfection un tardigrade séducteur. Et si vous n'allez pas la voir, vous allez en prendre pour votre tardigrade. Et évidemment, n'oubliez pas de vous abonner parce que sans ça, vous n'êtes pas abonné.